une nouveauté, mais très, très cosmétique, très superficielle. Nous allons annoncer les sujets au début de l'émission. C'est ici que je dirai bonjour Daniel. Bonjour, Gérard. Daniel, tu vas traiter de l'habilitation à la norme, le seuil décisif de l'autonomie, sujet que nous avions abordé avec Edith. Tu vas continuer parce que c'est une affaire, en 5 minutes, on ne peut pas creuser une affaire aussi importante. En littérature caraïbe et de science-fiction, Comaon, Michael Rock. de Michael Rock, que tu sembles aimer beaucoup, un romancier martiniquais, Michael Rock, qui a ouvert un possible caribéen à l'afrofuturisme. Mi-bitin, mi-bagage. Frédéric, bonjour. Bonjour Gérard. Tu vas traiter de natalité. On verra comment de la piste de danse lituanienne, on peut arriver aux réalités antillaises. Il y a un biais, il y a quelque chose, il y a une cohérence. Et puis aussi, tu vas traiter le sujet qui est très polémique, c'est comment la médecine peut perpétuer les héritages du racisme scientifique. Heidi, bonjour. Bonjour, Gérard. Enchanté de vous avoir avec nous, très heureux. C'est un Tu vas nous parler de santé mentale des jeunes. Est-ce bien raisonnable? Tu as été le premier, ça fait une quarantaine d'années, quand on faisait des émissions à la TV, à avoir utilisé, elle est certainement de toi, cette formule que la Martinique est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Tout à fait. Depuis, on te l'a usurpé, cette formule. Oui, elle a fait son chemin. Voilà. Et puis, du troisième tour communautaire, on va faire sa forme de Heureusement que tu es là question-réponse. pour témoigner de ça. Ouais. Les gens me prennent pour un jeune. Je suis désolé, Gérard. Mais nous sommes jeunes, arrête. C'est vrai. Ne remets pas C'est vrai. dans ta ligne terminale, finale. Moi, je commence, Christian. Tu vas amplifier une chronique de... J'ai pas un coup de gueule, le sénateur ne fait pas de coup de gueule, de Catherine Conconne sur le fait que le narcotrafic cache l'irresponsabilité des parents et de la famille dans l'évolution des choses. Et puis tu vas nous parler d'un garçon très, très timide, réservé, mais talentueux, qui s'appelle Jackie Alpha. J'ai oublié quelque chose pour toi, Frédéric? Non, Non, c'est parfait. Bon, mais je fais mon édito si je n'ai oublié. Vous le permettez? Alors ça s'appelle Le monde à vif, ou la géopolitique des passions et du désordre. La géopolitique, je le dis pour ceux qui ne sauraient pas, est l'étude des rivalités de pouvoir entre acteurs, États, organisations, groupes sur des territoires donnés, en tenant compte des facteurs géographiques, historiques, économiques, culturels, stratégiques. Elle analyse comment l'espace influence les rapports de force et les décisions politiques. Pourquoi l'Ukraine? Pourquoi le Venezuela? Pourquoi ceci? Qu'est-ce qu'il y a comme arrière-pensée? Vous voyez un petit peu comment nous tous faisons de la géopolitique. Alors, ce qui se passe, c'est que d'une conception qui était relativement rationnelle, on glisse lentement vers une autre situation. On quitte ce qui faisait la lisibilité de la géopolitique, savoir une rationalité partagée, un langage commun, des intérêts, des règles implicites. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien si cette conception un peu carrée, un peu irrationnelle existe encore. L'ordre international devient une arène où les perceptions, ressentiments, espérances dominent les calculs, revanche, vengeance historique. Comme l'explique un auteur que je vous recommande, c'est Dominique Moïsi, il y a très mal. Moïsi, dans le triangle des passions du monde, comprendre le chaos qui vient. La géopolitique ne se réduit donc plus à la puissance. Elle est aussi une géopolitique des émotions. Qu'est-ce que monsieur a dans son cœur? Pourquoi monsieur fait ça? Pourquoi il s'énerve? Les nations, comme les individus, agissent avec leur peur, leur mémoire et leur perception. La peur, d'abord, gagne les sociétés occidentales, une peur nourrie par le sentiment de déclin et par les transformations en cours du monde. Les choses bougent. L'humiliation, ensuite, traverse de nombreuses régions du Sud, un sentiment hérité des dominations passées et ravivé par les inégalités, le colonialisme, l'esclavage, la traite et patin couffin, dirait l'autre. Et l'espoir, enfin, qui anime certaines puissances émergentes, une dynamique portée par la croissance et l'ambition. On a du pétrole, donc ça change absolument notre perspective du monde. Mais ces émotions ne s'équilibrent pas, elles se heurtent. Chacun voit le monde à travers son propre prisme. Ce qui est défensif pour l'un devient offensif pour l'autre. Il n'y a plus de rationalité. Chacun voit les choses à sa mesure, à son aune, comme dirait l'autre. Les compréhensions s'installent et l'Occident, toujours puissant, se perçoit pourtant en déclin, une peur qui affaiblit sa lucidité. Tu dis pourquoi ils font ça? Pourquoi l'Europe fait ça? Le risque n'est plus seulement le conflit, mais l'incapacité à se comprendre.
Comprendre les émotions du monde n'est plus un luxe analytique, c'est une nécessité stratégique. Il faut aller se casser la tête pour savoir ce que celui-là, il a dans son cœur, au-delà de sa raison et de la logique. Car le chaos ne vient pas seulement des rivalités, mais de la manière dont nous les percevons. Pour nous, en contretemps, nous tous, vous le faites, peut-être même sans y réfléchir, cette clé de compréhension des phénomènes politiques mondiaux, de la géopolitique, doit permettre un éclairage plus subtil et intelligent dans nos analyses, au service de la compréhension de nos auditeurs, et bien à votre service. Merci beaucoup, jingle. On s'y colle, comme dirait l'autre. Hein? Il y a des formules comme ça. Du coup, voilà, on s'y colle. C'est pas très beau. Non. De l'habilitation à la norme, le seuil décisif de l'autonomie. On continue un petit peu la réflexion de... entreprise avec Eddy, ou après réflexion, Eddy avait raison sur beaucoup de points. Il est toujours excessif, mais il y a toujours une matrice un peu raisonnable de ce qu'il dit. Vas-y. Oui, c'est à propos de l'habilitation donnée pour la création de l'autorité unique de l'eau, où on rappelle que, et c'est l'occasion, parce que les auditeurs qui nous écoutent s'acheminent et ils ont envie d'en savoir davantage. Et donc comprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donc, un petit rappel, nous sommes régis par l'article 73. L'article 73 de la Constitution qui dit que les lois sont applicables de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73. Et l'alinéa suivant dit que les collectivités peuvent être habilitées à demander, à exercer un certain nombre de compétences, et elles peuvent aussi, par dérogation, demander à créer elles-mêmes, à fixer elles-mêmes les règles qui sont applicables sur leur territoire dans un certain nombre de domaines. Alors déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que cet article n'est pas applicable à sa demande à la Réunion. Et donc, c'est déjà montré que cet alinéa, c'est une forme d'autonomie pour les collectivités, puisque ça leur permet des pouvoirs que la Réunion, par contre, décide de s'en exonérer. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire de pouvoir fixer soi-même les règles? Alors, pour que ce soit un peu plus compréhensible, je continue dans l'exemple de l'eau que tu as, puisque le Sénat, je rappelle, le Sénat a statué pour accorder cette habilitation. Je rappelle qu'il faut que maintenant ce soit l'Assemblée nationale qui se prononce. Et donc, la collectivité a demandé au Parlement de l'habiliter à créer cette autorité unique de l'eau. C'est ce qui lui est accordé. Mais une fois qu'on a décidé cela, je dirais que tout reste à faire, parce qu'il faut créer cette autorité. Et c'est là que la dérogation peut jouer. C'est-à-dire qu'en créant cette entité, on peut créer prendre un modèle juridique qui existe déjà, comme un établissement public administratif, comme un syndicat intercommunal, ou bien on peut décider de créer une entité qui est un établissement public territorial, qui est une entité qui est propre à la Martinique. Donc, c'est un pouvoir normatif. Ensuite, le pouvoir, cette autorité qui est créée, elle peut, reprenons l'exemple de l'eau, actuellement, c'est la compétence des établissements publics intercommunaux. Mais l'autorité qui est créée peut décider que la totalité de la compétence est allouée à cette nouvelle autorité. Donc ça, c'est un pouvoir qui est propre à la Martinique. Et ensuite, troisième point, sur la question de l'organisation, il peut être dérogé aux règles de concurrence, elle peut fixer le tarif. Donc tout ça, ce sont des règles normatives. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, l'article 73, même s'il y a une identité législative, donne la latitude aux collectivités de pouvoir déroger aux principes en fixant des règles dans des domaines qui sont limités. Ça serait trop long d'expliquer, mais en général, ce sont les domaines régaliens sur lesquels elle ne peut pas statuer. La conclusion, en ce qui me concerne, je sais que tu voudras dire deux mots, c'est que, en fait, tout va reposer sur le consensus et la volonté politique. Parce que c'est là qu'on va voir jusqu'où les élus veulent aller
pour pouvoir mettre en œuvre cette autorité unique de l'eau, par exemple. Dans l'exemple pris par Heidi, il disait il ne faut pas toucher au fiscal, par exemple. Donc, ils vont s'auto-limiter, ils ne vont pas aller aussi loin. Il n'y a pas que ça. Il y a déjà Non. savoir si les EPCI vont vouloir se défaire de leurs compétences. Oui, alors, le troisième volet que l'on va traiter dans 15 jours, quand tu seras là, Heidi, et je te l'annonce, que tu devras le traiter, c'est ce que les élus doivent faire et ce qu'ils doivent obtenir. Je t'enverrai la fiche. Ce que les élus peuvent faire dans le cadre existant, dans les têtes de chapitre, constitue une ingénierie juridique permanente, planifiée par bloc thématique et non au fil des urgences. Ça il faut que nous j'étais, coordonné avec la Guyane et Mayotte qui ont le même statut pile poil que nous, ce qu'ils doivent obtenir de Paris, parce qu'il y a on dépend de Paris, prolonger la durée des habilitations à la durée du mandat, supprimer la ratification pour le domaine réglementaire, ça sert à quoi, puisque c'est pas le Parlement qui avait pris la règle, créer des habilitations cadres sectorielles permanentes, imposer un délai opposable au gouvernement, et la suite dans la fiche que je vais t'envoyer. Voilà. Un petit remarque peut-être. Très bien, parce que dans le timing, on est... Oui, très rapide. Ce sujet illustre bien l'incapacité des élus à accepter enfin que le vrai pouvoir est un pouvoir de négociation avec, non pas le gouvernement, mais avec le Parlement. Il faut qu'ils s'inscrivent dans ça. On aurait déjà récupéré un paquet. Tu vas développer. Pendant que tu as la parole, parle-nous de l'intercommunalité. Fais l'introduction pour expliquer ce que c'est, et puis je vais te poser des questions. On change un peu l'équilibre de cette émission. Voilà. Bon, mais écoute, je suis prêt à répondre à toute question. On va voir. Alors, on est sur une strate de pouvoir politique qui est composée de 3 entités. Ce sont des entités publiques, il faut quand même le rappeler. Ce ne sont pas des collectivités. Hein. On dit souvent les collectivités, ce ne sont pas des collectivités. Okay, elles ont un statut un peu spécial. Elles regroupent des communes. Donc, elles ont un statut qui s'inscrit dans une zone géographique. C'est ça qui est intéressant. Donc, les communes du Nord, avec Cap-Nord, il y a 18 communes. Les communes du centre, en fait, centre Caraïbes, on va dire ça comme ça, Saint-Joseph-Chelcher, Fort-de-France, Lamentin, ça, c'est la CACEM. Et dans le sud, il y a 12 communes qui sont regroupées. Alors, on vient d'élire des conseillers municipaux. Je te pose des questions. Oui. Que révèle réellement ce 3e tour des municipales, 3 EPCI? Qu'est-ce qu'il apparaît de ça? Alors, réponse. On enregistre cette émission au moment où a lieu la 3e élection. Donc, je ne pourrais pas vous en parler. Mais les résultats sont connus d'avance, puisqu'il n'y aura a priori qu'un seul candidat. Alors, parlons de Cap-Nord. Cap-Nord va de nouveau être confié, sauf s'il se passe quelque chose de dramatique, ou de surprenant, ou d'exotique, à Bruno Nestor-Azero, le maire de Sainte-Marie. Par contre, nous avons vu 2 élections, une élection au sud... Où les lignes de force ont été changées? Pas vraiment. Voilà. Pas vraiment. On va dire que la digue conservatrice, machiste, classique a résisté à d'éventuels changements. Et au centre, ça c'est pour le sud, et au centre, la continuité dans le changement. Comme c'est-à-dire que exit les listes indépendantes, existe les nouveaux maires, existe la place accrue des femmes? Non. Il n'est pas là. Bon, non. Les nouveaux élus ont-ils su s'emparer de ce 3e tour pour transformer les équilibres politiques? On a répondu. Donc, je t'ai interrompu inutilement. Ou bien les logiques traditionnelles de cooptation représentées dessus? Tu as répondu. Tu es très synthétique ce matin. J'ai vu ça. J'ai vu que tu ne me laisses aucune chance d'extrapolation. Non seulement d'extrapolation, mais d'explication, parce que je pense qu'il manque une petite explication. Vas-y, je te l'accorde. Les élections municipales donnent lieu mécaniquement à des élections communautaires. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et les élections communautaires sont le marchepied vers la fameuse élection à la CTM. Oui. Parce que, contrairement aux élections que nous venons de vivre, les élections à la CTM, ça va être directement l'électeur, mais surtout, ça va être un scrutin de liste. Et ce scrutin de liste, les fameuses listes sont composées essentiellement de conseillers municipaux et de maires. Donc, la lisibilité des résultats des municipales conjuguée à celle des élections communautaires, qui ne vont pas dans le même sens forcément. On l'a noté dans le Sud. La vague populaire, entre guillemets, en faveur de PIA, n'a pas joué dans l'élection de la présidence, cette fameuse présidence tournante de l'espace Sud. Donc, il est fondamental que les
téléspectateurs soient attentifs à ce qui va se jouer là, dans les jours qui viennent. Sur le 4e tour, parce qu'on n'en parle jamais, le 4e tour, c'est les élections des présidences de tous les satellites. Il y a pratiquement une 50aine de satellites où il y a un conseil d'administration qui est composé de conseillers municipaux qui élisent un président. Et ce président, il dépense de l'argent. Pour vous donner un exemple, le SMEM, syndicat mixte de l'électricité de la Martinique, il y a 51 conseillers municipaux ou maires qui élisent un président. Il y a de fortes chances que Ralph Monplaisir soit reconduit. Eh bien, cet organisme-là va gérer, dans les 10 ans qui viennent, 500 millions d'euros pour refaire le réseau électrique. Pareil du côté du SMTVD. Le président Birota, c'est fini. Je t'interromps. Est-ce que dans 15 jours, on aura des éléments suffisants? Est-ce que ces élections seront faites? Les désignations, pardon. Non. On peut pas en parler dans 3 semaines. Dans 3 semaines, ce sera fait et vous aurez la carte du pouvoir martiniquais avant la 7e. On prend rendez-vous pour ça? C'est parti. Société, jingle. Oui, le narcotrafic est une abomination et un réel danger pour notre pays. Alors, je vois ça, Christian. Christian prend donc la tribune de Concorde, et puis il la booste. Il met le turbo. Je te laisse savoir. Ce qui est un peu assez original, c'est que quand j'ai reçu ton texte, j'ai trouvé très court. Oui. Alors, je me suis dit, bon, comme j'aurai l'habitude de me piéger, je vais essayer de faire moi-même. Oui, oui. Voilà. Alors, oui, le narcotrafic est un danger. Le narcotrafic est un danger puissant. Oui, il faut le combattre. Oui, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Oui, il faut écouter les policiers qui parlent et qui disent, voilà, qui demandent. Manque de moyens, oui. Mais comme on dit, le narcotrafic n'est pas le seul responsable des problématiques de la Martinique. Voilà. Et on peut identifier beaucoup de problématiques. Nous sommes dans un conflit, par exemple, en matière de transport, qui aujourd'hui, qui est irréaliste. On a du mal à comprendre, même si on peut admettre les arguments de ceux qui font grève, on a du mal à comprendre comment une situation comme ça, qu'on accepte qu'elle perturbe la vie des gens, et voilà. Donc, et puis il y a aussi des violences, il y a énormément de situations qu'on peut regretter. Alors moi, je me dis, pour pouvoir me plonger dans l'histoire américaine de Martin Luther King, I have a dream. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve d'une société où on ne brûle pas, où on ne saccage pas. J'ai fait un rêve d'une société où on privilégie le dialogue. J'ai fait un rêve d'une société où on ne barre pas des routes, comme ça, pour empêcher aux gens d'aller travailler. J'ai fait un rêve où on éradique la violence. J'ai même fait un rêve où on arrête d'injurier dans le carnaval. J'ai aussi fait un rêve C'est un rêve. Pour que les panneaux signalétiques dont j'ai déjà parlé ici soient enfin nettoyés, pour que tu n'arrives pas à un endroit où pas même arriver les panneaux et pour dire qui a géré les panneaux, parce que c'est le cumul de toutes ces choses-là qui va générer en quelque part une certaine discipline. Et j'ai envie de vous dire, aucun développement n'est possible s'il n'est pas soutenu par une évolution culturelle et comportementale. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui changer notre mode opératoire. On parle de faire peuple. Eh bien, faire peuple, c'est apprendre à travailler ensemble. C'est apprendre à dépassionner nos comportements. C'est apprendre effectivement à cultiver plus de tolérance, plus d'humilité. Nous sommes sur 1000 km². Nous pas un grand pays. OK? Donc nous avons la volonté de construire une société plus paisible pour préparer les générations de demain. Parce que tout le monde a pensé à Jodia. Tout le monde n'a qu'à penser manger, boire, machin. Mais il faut préparer demain. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Donc, voilà un petit peu mon message. Et ça demande effectivement une démarche qui, au-delà même du narcotrafic qu'il faut combattre, mais qui soit plus constructive, qui soit plus pondérée et qui soit plus intelligente et plus humaine. Tu parles des générations futures. Est-ce qu'il y en aura? Frédéric va nous expliquer comment on doit faire des rapprochements assez bizarres et étranges pour créer... ce regain de natalité. Vas-y, Frédéric. C'est vrai que le sujet de Christian conduit totalement à la danse lituanienne, c'est-à-dire à la réintroduction par la Lituanie de discothèques, de boîtes de nuit. Parce que discothèque, j'en ai parlé à mes jeunes collègues, elles m'ont dit, c'est quoi une discothèque? Donc, boîte de nuit. Ah oui, nos grands-parents nous en avaient parlé. Et donc, effectivement, ce pays a décidé
de changer les règles. Changer les règles avec... alors, on est sur 2,8 millions d'habitants contre beaucoup plus d'habitants en France. Hein, mais taux de... exactement, avec chez nous en France 618 000 naissances en 2023, en Lituanie 17 500 naissances en 2025. Et un taux de fécondité de 1,2, c'est concrètement qu'une femme a un enfant, pas 1,2 enfants, mais autour d'un enfant. En France, on en a 1,6 contre 2 en 2010. Donc, on a un enfant et demi pour aller vite. Donc, les Lituaniens se sont dit, non, on va régler ça. On va régler ça et c'est pas Tinder qui va nous aider à régler ça. Des applications de rencontres, hein, pour vous clarifier le sujet. On va régler ça et donc, on va, au lieu de distribuer beaucoup plus d'aides, notre idée, c'est de réintroduire ces fameuses discothèques. Pourquoi ? Parce que dans le paradigme de la rencontre, il faut déjà se rencontrer. C'est ça. Or, où est-ce qu'on peut se rencontrer ? Alors, au travail, bien sûr, c'est le premier lieu de rencontre, le travail. Mais nous, on a besoin d'augmenter notre taux de fécondité. Donc, nous allons être stratégiques. Nous allons démarrer le jeu par, non pas la fin de partie, mais le début. Alors, en France, pour faire notre tour d'horizon, nous allons voir, nous allons suivre au fil de l'eau les avancées lituaniennes. En France... il faut le dire, on a des milliards sur la table dans les politiques de natalité, mais pas forcément en amont, mais plutôt en aval, quand les bébés sont là. Alors, les Français sont toujours plus demandeurs, puisqu'il y a des infrastructures de crèches, d'accueil qui, avec la pénurie des budgets de l'État qui sont fléchés ailleurs, ces budgets, on est toujours insatisfait quand on a un parent. D'autres pays, notamment au nord de l'Europe, sont plus exemplaires, mais il y a des milliards sur la table concernant la natalité en France. Et là, je vous sens arriver, je vous sens. La Martinique, parlons de la Martinique plus particulièrement, qui est la France, bien sûr. Alors, quel est le sujet en Martinique en termes de fécondité ? Nous sommes à 1,4 de fécondité. Le chômage des jeunes s'élève à plus de 30%. Et nous avons un départ massif des 20-35 ans. Alors, ce n'est pas l'ambiance qui manque chez nous pour se rencontrer, mais quid de la pièce essentielle peut-être sur notre territoire, c'est la perspective. Le souhait de bâtir quelque chose, le souhait de bâtir une relation. Tout ça, ça s'étudie. Je n'ai aucune affirmation. Je trouve le sujet très léger, en même temps très profond et très intéressant, puisqu'il nous interroge sur les 3 étapes. La relance de la rencontre par la Lituanie, la financiarisation de la projection en France sans nécessairement sécuriser le début, et puis aux Antilles, la rencontre et quid de la projection. Donc, quand aujourd'hui... je parle des nouveaux modes de rencontre avec les plus jeunes. Ils me disent non, on n'a pas besoin de discothèque. On n'a pas besoin de discothèque en Martinique. Déjà, on a nos soirées. Et puis, on a des applis de plus en plus sophistiquées, dont une qui s'appelle Fruits. Alors, tenez-vous bien, Fruits, qu'est-ce que c'est ? C'est une appli très segmentée, parce que vous savez, le gros problème, c'était que quand on allait sur une application, on avait des attentes, et puis là, c'est pas sérieux. Enfin, voilà. Donc, je serai succincte, Fruits, c'est quand tu es cerise, c'est que tu veux rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Donc, tu te mets en profil cerise. Quand tu es raisin, c'est que là, affinité au plus, mais sans être trop sérieux. Et quand tu es pêche, eh bien, vous pouvez imaginer ce que c'est comme plan d'un soir. Et il y a également des rencontres proposées sur Bizouk. Donc, nous avons aussi notre maillon rencontre. Nous avons, je le pense, une grande marge au niveau de la financiarisation, mais c'est un vaste sujet que celui de la natalité qui conjugue le taux d'éducation, le niveau d'éducation des femmes, des couples, des perspectives, de la mise en situation, du financement. Très beau sujet en perspective. Une simple phrase, c'est que la situation en fait en Martinique est qu'il y a une sorte de crainte de l'avenir, de départ. Tu l'as dit, il n'y a pas de problème. On n'est pas là, donc on ne peut pas faire d'enfants ici, on n'est pas là. Et puis aussi pour ceux qui sont là, malgré tout, une certaine angoisse existentielle qui fait que... Et en parlant d'angoisse existentielle, je confie à Eddy qui fréquente beaucoup la jeunesse, garçons et filles réunis. Je ne fais aucune insinuation ici sur les ondes de la tenue, de la rigueur morale de ce lanceur d'alerte. C'est la santé mentale des jeunes en Martinique, une génération sous pression. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du pipeau que 40% des jeunes, 44% des jeunes martiniquais souffrent de dépression? Et puis tu te laisses continuer le reste. Alors moi j'ai analysé ça. Alors rappelons quand même que c'est une étude qui a été réalisée en 2025
par la Mutualité française, l'Institut Montaigne et l'Institut Terram, auprès de 5633 jeunes dans l'ensemble des départements et régions d'outre-mer. Exact. Alors, les chiffres sont assez alarmants. 44% des jeunes martiniquais de 15-19 ans déclarent souffrir de dépression contre 25% en moyenne nationale. Ce sont des enquêtes déclaratives. Hein. On ne les a pas dépistés, on ne les a pas analysés. C'est ça. Et c'est eux qui disent qu'ils sont en dépression. Alors, on a un taux de chômage qu'il faut quand même le rappeler, de 30% chez les 15-19 ans. Et la proportion de jeunes en dépression dans l'ensemble des régions d'outre-mer, c'est 39%. Bon, d'où ça part? Il y a un vieux chiffre qui m'avait été donné à l'époque où j'avais sorti cette fameuse expression d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Aimé Charles Nicolas m'avait dit que les entités psychiatriques martiniquaises suivaient une file active de 14 000 personnes. Et il comparait ça à un taux d'incidence, de prévalence mondiale, et il me disait, mais je n'ose pas le dire, mais on est numéro 1 mondial. Bon, donc ça ne date pas d'hier, on est d'accord. Mais ce qui est important, c'est à la fois quelles sont les causes, et puis est-ce qu'on peut guérir ça? Bon, alors on va répondre à la deuxième question. Non, on ne peut pas guérir, par contre, on peut prévenir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ceux qui sont dedans, ils auront du mal à s'en sortir. OK? Parce que les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, il faudrait supprimer les causes. Et comme je vais vous donner la liste des causes, vous allez me dire, pour supprimer ça, il va falloir être costaud. Bon, alors, Christian a évoqué l'une des causes, c'est bien évidemment l'addiction à un certain nombre de substances qui sont prises pour, soi-disant, se soulager de la dépression. Mais bon, c'est un cercle vicieux, vous l'aurez compris. Quand on fume de la résine de cannabis, on va droit vers la schizophrénie. Et la schizophrénie, on ne peut pas faire machine arrière. Autant, plusieurs formes de dépression, on peut soulager, peut-être réduire les impacts, mais on ne guérit jamais de ces maladies mentales. Et donc, il y a un premier lien là. Le deuxième lien, il est historique. Alors, je suis désolé, je déborde un peu l'analyse de la thématique, mais je pense qu'un certain nombre d'explications sont nécessaires. Des gens ont été mis dans des situations de souffrance absolue dans notre histoire il y a plusieurs années. Ces gens n'ont pas pu exprimer de manière massive ces souffrances. Ils les ont intériorisées, mais surtout, et c'est ça qui est la cause majeure, c'est qu'ils les ont diffusées. C'est-à-dire qu'ils ont dit, non pas à un commissaire de police ou à un juge, ce qu'ils ont souffert, ce qu'ils ont enduré plutôt, mais ils ont dit à leurs enfants, à leurs petits-enfants, sous des formes qui parfois sont limites en termes de supportabilité, je viens d'inventer un mot, et les gosses repartent avec la même charge que leurs ancêtres. Un héritage. Une espèce d'héritage. Alors, il y a des gens qui disent, oui, c'est biologique. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je crois plutôt à l'histoire et à l'héritage, et à la communication. Mais surtout... Le résultat est le même. Oui, le résultat est le même, mais bon... C'est une discussion là, de scientifiques. Oui, non, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Il a génétique et d'année. Jusqu'au jour... on trouvera la vérité. Ça, c'est une deuxième cause. Il y a une troisième cause, c'est l'héritage d'un système qui est sociétal, qui est basé, et il y a quelques pistes là qui sont intéressantes, qui est basé sur des hiérarchies. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on vive, c'est pour ça que toi tu dis, il faut que je rêve. Et j'en ai déjà parlé ici, et plusieurs psychiatres commencent à dire, allons vers ça. Il y a une hiérarchie sociale ici qui est extrêmement difficile à remettre en cause. Okay ? Cette hiérarchie sociale s'accompagne d'une hiérarchie raciale qui est elle-même évidente. Alors, même si des gens disent « Ouais, non, il ne faut surtout pas parler de couleur. » Bon, bonjour les dégâts.
Nous, on n'en a pas le droit d'en parler, mais les gens, au quotidien, ils en parlent. OK ? Oupli Noué qui... Oui, ou la pratique. Oui. Plus qu'en parler. Oui, le pratique, le mettre en œuvre au niveau du boulot, etc. De tout. Et il y a une troisième hiérarchie dont on parle de plus en plus et qui est, à mon avis, au cœur de ces problématiques, c'est la hiérarchie de genre. Les hommes en haut, les femmes en bas. OK ? Ça, c'est mondial. Oui, mais ici, quand on met les trois ensemble, on crée... Un cocktail. Alors, un cocktail parfait. Le cocktail parfait dans un univers parfait qui est l'univers carcéral. Une partie de ces jeunes disent on se sent en prison. Ouais. Et il faut leur expliquer pourquoi on se sent en prison, parce que c'est réel. Et on part, on ne reste pas dans le pays. Voilà. Frédéric, quand la médecine perpétue les héritages du racine scientifique, alors il y a à boire et à manger dans cette note que je t'ai concoctée. J'ai mis la thèse, l'antithèse, je te laisse faire avec. J'ai fait le tri, ne t'inquiète pas. Oui. Donc, je suis allée dans les bibliothèques américaines pour vraiment vérifier mes chiffres, et je vais à chaque fois m'appuyer de mes sources. Hein. Donc, on a aujourd'hui des travaux scientifiques qui convergent et qui ont mis en évidence des écarts mesurables dans la prise en charge médicale, en particulier concernant la douleur et la pathologie équivalente. Donc, une étude menée aux urgences américaines sur des fractures a montré que 57% des patients noirs recevaient des antalgiques contre 74% des patients blancs. Et là, je m'appuie sur le Journal of the American Association, qui est une revue, une étude observationnelle qui est fondatrice et qui a commencé à interroger à propos de cette fragmentation. Alors, quand j'ai vu la première statistique, je me suis dit, on ne se fonde pas que sur une statistique pour faire une chronique, mais je ne vais pas toutes les dire, mais j'en ai 10. Ensuite, on a une analyse plus large d'environ 22%, donc une revue de littérature, l'American Academy of Pain Medicine, donc l'Académie américaine de la médecine de la douleur, qui est une revue de littérature, indique que les patients noirs sont environ 22% moins susceptibles de recevoir un traitement antidouleur approprié. Ensuite, les écarts qui sont moins susceptibles, il y a des études qui montrent que les patients noirs sont moins susceptibles de recevoir des opioïdes. Donc, les opioïdes, ce sont des calmants, ce sont des antidouleurs, pour des douleurs aiguës comparables. Et là, je me réfère encore une fois à une étude de 2016 du Journal of the American Association, avec une validation institutionnelle américaine qui s'appelle la HRQ. Et même lorsque le traitement est administré, des travaux indiquent qu'il peut l'être à des doses plus faibles ou avec un délai plus long. Et là encore, je suis sur une étude du Medical Care d'Anderson, qui sont des données cliniques qui confirment le phénomène. Mais il est plutôt multifactoriel. Et pour conclure, nous avons près de 50% des étudiants en médecine et en interne interrogés qui adhèrent à au moins une croyance biologique fausse concernant les patients noirs. Je vous donne un exemple. Une proportion significative des répondants pensent à tort que la peau des patients noirs est beaucoup plus épaisse que celle des patients blancs. Et là, je vous renvoie à l'analyse du Harvard Global Health Institute, donc l'observatoire de la grande université et centre de recherche de Harvard, qui confirme le rôle des biais cognitifs. Alors, les écarts de prise en charge, en conclusion, ne peuvent pas être justifiés uniquement sur la base raciale, bien sûr. Ce sont les écarts de prise en charge qui existent, qui sont objectivables. Quand je parle d'écarts de prise en charge, je parle de pouvoir avoir une mutuelle qui est d'un coût astronomique aux États-Unis. On avoisine les 100 000 euros, une mutuelle médicale. Qu'en est-il de la France ? Eh bien, aujourd'hui, qu'en est-il de la France ? Alors, les études ethniques et raciales sont interdites en France, Gérard. Néanmoins, nous avons aujourd'hui, si on simplifie cette chronique, soit on dit que tout est racisme, et là, on bloque l'analyse. Absolument. Soit on nie absolument, et on est dans le déni dont Eddy et nous parlons régulièrement ici, et on dit que tout est social, et on bloque l'action. Donc, qu'est-ce que ça demande ? Ça demande tout simplement une ingénierie du changement. On est sur des biais, on est sur une histoire, on est sur des statistiques qui sont plus que
probante et significative quand même. On le corrige en changeant bien sûr la formation, les protocoles, les outils de décision au fil de l'eau, mais il est sûr qu'on ne corrige pas l'histoire en quelques mois. D'accord. Il faudrait que nous ayons nos chiffres. Jingle, société. Culture. Culture, Daniel Lou. Michael Roch invente la capitale caribéenne du futur et c'est maintenant. Oui, alors tu disais en introduction que j'avais l'air d'aimer beaucoup Michael Roch, mais je le revendique. Ah, d'accord. je ne le nie pas, puisque effectivement, les auditeurs qui nous suivent fidèlement savent que j'ai parlé de Taimaron, que j'ai parlé de La Ville emmêlée, et que donc je parle maintenant de son troisième livre. Et pourquoi ? Parce que Michael Roch, c'est un écrivain qui est il est une voix singulière, il est une voix originale. C'est quelqu'un qui est très doué déjà parce que il fait des articles, il fait des podcasts, il fait des romans. Il est dans des genres qui sont divers. Et puis, il est dans un genre littéraire qui est l'afrofuturisme, qui est totalement original. Et si il s'inscrit et il revendique une lignée avec les auteurs comme Glissant et Chamoiseau, il a quand même son originalité parce que imaginer Lanville, c'est dans le futur, c'est quand même sa voix propre. Alors, ce qu'il faut aussi noter de la part de Michael Roch, c'est qu'il est totalement inscrit dans la Caraïbe parce que c'est sa projection de Lanville, donc c'est les villes de la Caraïbe, c'est-à-dire que quand il décrit, on peut aussi bien reconnaître Fort-de-France que Pointe-à-Pitre, que Port-au-Prince, que Port-au-Spain, c'est la Caraïbe. Mais c'est quelqu'un aussi qui est ouvert sur la littérature de science-fiction afrofuturiste africaine et américaine. Et son dernier Comaron, c'est, je dirais, c'est la suite donc d'une espèce de trilogie. Et c'est un roman policier déjà il faut savoir. Et il y a une chose qui est extraordinaire et qui lui est vraiment particulière, c'est la langue, l'écriture. Oui. Il mêle le français, le créole martiniquais, le créole guadeloupéen, le créole caribéen et puis le créole inventé. Il le mêle dans des chapitres sans, comment dirais-je, sans guillemets et sans italique. C'est-à-dire que la phrase est construite sur le même niveau. Toutes les langues sont sur le même plan. Donc, c'est déjà quelque chose de particulier. Et bon, je dois dire aussi, l'univers de Michael Roch, alors, ce n'est pas une dystopie, c'est-à-dire, je rappelle, une dystopie, c'est quand c'est un avenir qui est un peu horrible, catastrophique. Là, c'est plutôt, lui, il imagine une contre-dystopie, c'est-à-dire que malgré les méfaits, et clairement, il s'inscrit dans un contexte anticapitaliste, il s'inscrit dans une possibilité que ça n'arrive pas à la catastrophe. Oui. Et moi, je terminerai en disant que Michael Roch a ceci, du moins en ce qui me concerne, de bousculer, de déranger, mais que ça a le mérite, et je l'en remercie beaucoup, de nous faire sortir de notre confort, de notre train-train, pour pouvoir nous projeter dans une réalité et peut-être dans un avenir. Chouette, alors, tu m'as laissé une minute. Alors, j'y vais. Révélation immédiate, indispensable de la science-fiction française. Le romancier Michael Roch a ouvert une possibilité caribéenne à l'afrofuturisme. Ce resserrement fait apparaître la cohérence profonde du projet de Roch, une littérature du déplacement où le futur sert à rendre visible ce qui, dans le présent, demeure encore partiellement occulté. C'est super, hein? Jingle, musica. Oui, je vais parler aujourd'hui de Jackie Alpha. Jackie Alpha. Alors, une famille d'artistes, hein? Une pensée profonde pour José, son frère, oui, qui a été un des pionniers en matière théâtrale, avec oui, le théâtre Larry, entre autres, hein? Et puis il a fait de grandes mises en scène. Une pensée pour Jenny Alpha, ce personnage extraordinaire qui a
alimenté, si vous voulez, les musiques créoles en France et puis le théâtre aussi, parce que voilà, elle a une empreinte très réelle dans l'histoire culturelle. Voilà, et donc j'ai décidé de parler de Jackie Alpha, ce musicien, ce batteur, ce compositeur. On va le découvrir. Je suis pas allé très loin. J'ai à travers une interview de Barbara Jean-Élie sur Zitata. Très bien. Je suis musicien, je suis martiniquais, je suis père de famille et de formation, surtout batteur. Alors, il m'est arrivé d'intégrer un groupe que certaines personnes connaissent, et pour ces mêmes personnes, elles ne me connaissent qu'à travers ce groupe qui a existé avec ma contribution, c'est Falfret. Grand groupe de jazz, Bimonville. Oui, exact. C'était la première formule, avec les 3 frères Bernard, Bimonville et moi. Au-delà de ça, je me suis investi surtout dans la formation musicale. J'ai réalisé 2 méthodes sur les rythmes caribéens, parce que c'était dans le secteur de la formation, il n'y avait rien de manière spécifique pour nos musiques. Parce que toute méthode, quelle qu'elle soit, elle sous-tend une esthétique musicale. Donc il y avait des méthodes sur le jazz, sur la variété, sur le bebop, etc. Mais il n'y avait rien, je n'ai rien trouvé de conséquent pour la musique caribéenne. Voilà, un itinéraire, une conscience, un sens. Il veut donner un sens à sa musique. Et beaucoup de compositions, on verra qu'il a peut-être une 40aine de compositions. Mais je crois que ce sont les images qui parlent. On va lancer la prochaine vidéo pour continuer à découvrir Jackie Alpha. Ou à regarder plus loin, toute l'eau de couleur, saveur, nous connaître ça qu'a fait de lui. C'est comme ça la vie nous y est, dans l'ombrage ton cas passé, le soleil l'a trop si vrai. On mal fini qu'à l'année, à se souvenir la vie, en crichette, comme habillé. Comment des pouchis nous les, transformer tout ça qui est vrai, oublier, tout ça nous dit. En musique qui est belle et qui est sensuelle. En vérité, pas ni manière, ni qu'à mener à l'essentiel. En musique qui est belle et qui est sensuelle. En vérité, pas ni manière, ni qu'à mener touche ciel. Oh, c'est des petits extraits, quoi, mais on prend le temps d'écouter, on voit les textes, son appui sur la réalité en cricket, c'était Dimension poétique. On voit une dimension poétique qu'on n'a pas suffisamment d'attention pour cela, mais en tout cas, c'est l'occasion dans notre émission de montrer ça. Alors, Jackie, effectivement, a été un grand formateur. Il a travaillé beaucoup au CERMAC. Il a travaillé également à l'EMAP de Rivière-Pilote. Vous voyez, il a travaillé dans le Greta Sud, il a travaillé avec des gens en difficulté sociale, et vous voyez, un public avec des handicaps. Donc, il s'est vraiment inscrit dans la musique-thérapie. On va le découvrir d'ailleurs dans son aspect de formation à travers la prochaine vidéo. On garde le même break, hein? 1. Première. Portée. OK. Nécessaire pour nous évader, transformer dimension, Maria, transposer réalité. OK. En plus, la qu'a changé couleur. Si nous pas qu'à ouais bien loin. L'esprit nous qu'a vagabondé. Voilà, c'est important la formation. Ben oui, justement, moi je trouve, quand tu parles de formation, de cette nécessité, on avait compris qu'un conservatoire de musique était nécessaire pour la formation et la transmission, et malheureusement, on n'en entend plus beaucoup parler. Ça, c'est clair. Nous, on a eu l'occasion d'en parler ici, mais enfin, bon, c'est vrai que, bon, et ça fait très longtemps qu'on parle de conservatoire, hein, dans notre territoire. Oui. Bon, alors, Jackie, je vous le disais, c'est une constance, c'est une opiniâtreté aussi, parce que j'ai toujours connu un gars très droit, car il sait où il va.
Et puis, c'est une collaboration avec plusieurs compositeurs, comme Ronald Tull, comme Winston Berkeley. C'est aussi un répertoire avec des titres comme Ecolo Blues, là aussi, pour, si vous voulez intervenir sur des questions écologiques. Voilà. Et puis, c'est beaucoup d'autres choses qu'on va découvrir au fur et à mesure à travers la prochaine vidéo. OK. Parole. Parole Jean Monté. Parole macaque. Parole politique. Parole faux frais. Parole pour faire rôle. Parole isée. Parole sali. Parole tien. Parole qui pas drôle. Parole chimérique. Parole critique. Parole apostolique. Parole d'enfant. Parole bonimentée. Parole googlée. C'est original. Oui, c'est puissant. Alors, c'est puissant, absolument. Et c'est tout Jackie, quoi, tout ça. Et alors, je peux vous dire également qu'il a créé en 2002 une association qui s'appelle Musique Caraïbe, une association qu'il préside. Il a fait des concerts dans plusieurs communes. Il a créé des DVD pédagogiques sur les rythmes caribéens. Il a créé aussi une vidéo sur ce qu'on appelle la malpropreté. Je ne sais pas si c'est le coin de la prochaine, mais en tout cas, Jackie, il continue à s'investir dans la formation et il produit ses albums également. C'est un homme pour lequel on a beaucoup de considération. On va voir la prochaine vidéo. Voyez puis la terre, de l'eau et puis pied bois, rivière, l'envers, sous et puis soleil. Animaux complets, oiseaux comme poissons, la vie sur la terre, danger. Qui sait que j'ai pollué, fatigué, déchiré, c'est sali, essoufflé, abîmé, garé, chiré, décalé, avorté. La terre, oui. Nous bafouiller la terre pour nous satisfaire, besoin consommation, nous capoller la mer, tout ça sans ouais. Que danser pour entendre des vivants paradis, crie. Envie pour nous s'arrêter, assis la terre, assuré pour nous. S'arrêter assis la terre, décider pour nous sauver. Vous savez pas où la terre a souffert, tant qu'à passer jour après jour, l'homme après l'homme, la vie après la vie. Vous savez pas où la terre a souffert. Voilà, ce sont des choses que j'essaie de mettre en lumière parce que il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont été sincères, qui ont essayé de développer un langage, non pas simplement pour s'amuser, mais pour pouvoir favoriser un lien social, favoriser des prises de conscience. Et Jackie Alpha a toujours été, c'est pour ça que je vous dis, c'est un homme qui a une constance. J'ai toujours connu en tant que compositeur avec un projet. Christian, moi, besoin de un projet, voilà. Alors, il a travaillé, il a disait avec Falfret et il a créé un titre qui est très, très, avec Jackie Bernard, qui s'appelle Santa Mama, que je vous invite à... Nous évitons les tourments, faisant des enfants d'avant, l'espoir d'un devenir. Aujourd'hui, la terre s'ennuie et sans d'eau, sans bruit. Santa Mama, viens la voilà. Santa Mama, le temps t'appartient. Santa Mama, que ce qui vient à nous. Oui, il a composé aussi une chanson qui s'appelle Rain is Coming. Rain and Sun makes love in your heart. Ça était très joli aussi. Enfin, excusez-moi, je sais chanter, mais... Très bon anglais. Très, très bon anglais. Continue. Très, très belle chanson aussi que Falfret a joué. Alors, voilà. Souvent, on ne connaît pas les compositeurs, mais Jackie Alpha a contribué très fortement aussi à cette formation musicale. Patrimoine musical martiniquais. C'est sûr, donc c'est sûr. Ouais. Daniel, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais comme Christian a parlé du CERMAC, il y a eu des images qui étaient tournées au parc culturel Aimé Césaire, et je ne peux pas m'empêcher de me souvenir que c'est l'anniversaire de la mort d'Aimé Césaire. Nous sommes en plein, et donc lui qui a créé le CERMAC, et dont... Alors, je dirais qu'on a une tendance actuellement à
citer des phrases d'Aimé Césaire, répéter le nom de Césaire en oubliant comment il a créé cet instrument culturel qui était un instrument non seulement d'appropriation, même pas de réappropriation, d'appropriation de notre identité, mais en même temps de notre positionnement au monde, parce que Aimé Césaire, c'était à la fois se savoir comment on est, mais en même temps ne pas refuser le monde. Donc je pense que c'était important de le rappeler à ce moment. Je veux ajouter aussi qu'indépendamment de la formation que le CERMAC faisait, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont trouvé au CERMAC les capacités de pouvoir enseigner. Alfred Varas ou beaucoup d'autres. Hein. Donc le CERMAC a intégré un certain nombre d'artistes martiniquais dans le cadre effectivement de l'encadrement précisément des jeunes, et ça a constitué aussi pour ces artistes un élément important de la stabilité financière. Et on rappelle que le CERMAC a eu 2 directeurs, Jean-Paul Césaire et Lydie Bétis. Absolument, oui. Vous savez, nous sommes là sur un petit nuage. Vous voulez que je vous fasse atterrir ? Il nous reste 1 minute 34. Vous voulez atterrir en Martinique ? Qu'en pensez-vous du caillassage du bus de Martinique Transport de ce matin ? Non, mais l'atterrissage est brutal. Non, ne répondez pas. Je vous remercie de nous avoir écoutés, d'avoir patienté. En tous les cas, la fin était passionnante, très intéressante. Merci Frédéric, merci Eddy. À dans 15 jours, avec le sujet que tu m'as déjà attribué, affecté. Daniel. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui, je ne sais plus jamais qui c'est qui prend l'avion, qui c'est qui voyage. Vraiment, c'est extraordinaire. Christian. Je voyage. Non. Et merci à nos chers téléspectateurs. Puis merci aussi à Mehdi. Et puis, j'ai cité les techniciens, David, Johan, qui est encore. Max Bon, le Big Boss. Flore, voilà. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute.